merci à vous tous déjà d'être présents sur ce webinaire avec Oriane Velten pour son roman Simca, qui est un ouvrage en sélection dans le prix roman. Donc déjà, on va apprendre un petit peu à faire connaissance. Oriane, est-ce que vous pouvez un petit peu d'abord nous expliquer votre parcours? En tant qu'autrice, je suppose, sinon ça va être long. Ouais. Euh, alors, mon parcours en tant qu'autrice, c'est comme beaucoup de gens, j'ai commencé à gribouiller des feuilles au lycée, où j'ai commis quelque chose qui était censé être un roman, que franchement, je n'oserais pas appeler comme ça maintenant. J'ai eu une grosse pause parce que la vie, les études, le travail, et je m'y suis remise sur le tard, vers les 20 ans, où j'ai commencé par écrire quelques nouvelles pour me mettre en jambe, on va dire. À l'époque, je me souviens, j'écrivais par 10 minutes. J'avais un chrono, comme j'étais incapable d'écrire longtemps, j'avais un chrono sur le téléphone et je me disais, je fais 10 minutes. Pas plus, mais je l'ai fait tous les jours. En faisant 10 minutes par jour, on finit par finir des nouvelles quand même. Et puis un jour, j'ai pas réussi à finir une nouvelle s'est transformée en roman, donc qui est bancal du coup. Je déconseille de construire un roman comme ça marche pas. Et j'ai continué en augmentant les 10 minutes. Et le cinquième de ces manuscrits est devenu After, mon premier roman publié chez Mnemos. Et Simca, donc, qui nous intéresse ici, le second, qui a ensuite été suivi par d'autres petits frères. Et vos études ont été dans quel domaine? Alors, si on remonte alors pas à la naissance, on va dire, mais bac S, licence de sociologie et d'anthropologie, les deux en même temps parce que je suis cinglée. Études de journalisme. Donc, je suis sortie d'une école de journalisme. J'ai fait un peu de journalisme. Je vais totalement arrêter depuis parce que c'est compliqué. Voilà, c'est quand même un milieu compliqué, surtout actuellement des rentrées. Et puis, il y a eu le Covid aussi. Voilà, il y a eu ce petit détail du Covid où je me suis retrouvée en confinement dans un studio en Seine-Saint-Denis. Et j'ai déménagé, quitté mon boulot et tout repris à zéro derrière. Top l'écriture. Et donc, vous avez été sélectionné pour le prix roman en 2025 avec donc Simca, un ouvrage de science-fiction qui, on le disait tout à l'heure, un genre qui est quand même peu présent dans les sélections des prix du roman. Et vous écrivez, a priori, et uniquement de la SF. Est-ce que c'est vraiment votre genre de prédilection? Alors, j'écris de l'imaginaire en général, ce qu'on va appeler SFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy et fantastique. J'avoue que SFFF, quand même, j'aurais pu trouver un autre sigle, mais moi, c'est mon genre de prédilection déjà en tant que lectrice. En général, la faute à mes parents. Ils ont lu à ma sœur et à moi Bilbo le Hobbit au lit avant qu'on soit en âge de lire, donc c'est foutu de base. Après, je lis d'autres choses. Là, actuellement, je suis en train de lire Doris Lessing, Le Carnet d'or. Donc là, pour le coup, c'est ce qu'on va appeler dans notre milieu de l'imaginaire de la blanche, donc du classique, de la littérature classique. Moi, c'est ce que je préfère en tant que lectrice. Et du coup, quand je me suis mis à écrire, c'est là-dedans que mon imaginaire m'a entraîné logiquement. Par contre, je n'écris pas que de la SF. J'ai commencé avec de la SF et là, je dérive de plus en plus vers de la fantasy parce que j'avais envie de changement. Parce qu'en ce moment, écrire de la science-fiction qui consiste quand même à prendre notre présent et à tirer un fil vers le futur, c'est un peu déprimant parfois. Du coup, la fantaisie, ça peut être plus simple pour le cerveau. Et est-ce, et est-ce que vous avez des références dans le genre SF, dans le genre fantasy, dans le genre imaginaire? Par référence, vous voulez dire des Des auteurs? maîtres, des maîtres. Oui. Alors, le maître en fantaisie, inégalé à ce jour, Terry Pratchett. Si vous n'avez pas lu de fantaisie, essayez Terry Pratchett. Ses annales du disque monde peuvent se lire dans l'ordre ou pas. Je déconseille même de commencer par le début, parce que la huitième couleur, c'est une sorte de galop d'essai pour lui, c'est pas génial. Donc, commencez plutôt vers la fin, limite, par certains des one-shots. C'est de la fantaisie humoristique absolument géniale. Pour ceux qui ne connaissent pas le disque monde, c'est un univers plat qui se déplace dans l'espace, posé sur quatre tordus, posé sur le dos de la tortue géante à Twin. Voilà, c'est totalement délirant. Et plus ça va, plus ça devient empli de réflexions sociétales ou politiques. Il y a même sur Wikipédia une page entière dédiée à une métaphore de cet homme, qui est la métaphore sociopolitique des bombes selon Sam Wimmer. Voilà, Terry Pratchett a écrit 3 phrases dans un roman qui est devenu une métaphore sociopolitique sur Wikipédia. Cet homme est un génie. Euh, alors après, évidemment, il y a
Il y a des fondateurs dont je ne pourrais pas me détacher même si je voulais, Isaac Asimov. Si on veut écrire sur les robots aujourd'hui, on est quasiment obligé de connaître Isaac Asimov, même si par ailleurs, l'homme humainement, a priori, est un harceleur de première, de ce qu'on en sait maintenant. Donc c'est un peu dur de l'apprécier en soi, mais qu'il a écrit reste fantastique. Dans les vieux maîtres, il y a Simak aussi. Il y a Ursula Le Guin, qui est du côté de la SF plutôt. Alors je ne sais jamais si on dit Le Guin ou Le Gouin. Elle est d'origine bretonne, donc je suis désolée s'il y a des Bretons qui le prononcent très mal. Donc moi je dis Le Guin par habitude. Elle qui a écrit une science-fiction qui a comme particularité que la partie scientifique n'est pas de la physique, par exemple, mais est tournée vers la sociologie ou l'anthropologie. C'est assez passionnant. Et pour citer une autre femme, quand même, Elisabeth von Harburg aussi. Ça, je me souviens de ma rencontre avec cette autrice. Donc, mes parents, que j'ai cités, avaient une énorme bibliothèque remplie quasiment entièrement de SF ou de science-fiction. Et comme j'ai commencé à en lire très jeune, j'ai commencé par lire ce qui était à la hauteur de mes yeux. Comme c'était rangé par ordre alphabétique d'auteur, bah, j'ai surtout écumé tout ce qui était dans les M d'un côté et les V de l'autre. Donc voilà, von Harburg. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Chronique du pays des mers. Euh, c'est une autrice canadienne, si je ne dis pas de bêtises, mais qui écrit en langue française. Et c'est magnifique. Et c'était la première fois de ma vie, surtout, je me suis rendu compte après que c'est pour ça que ça m'avait autant marqué. C'est la première fois de ma vie que je lisais un livre qui parlait des femmes et de la place des femmes dans la société et dans l'histoire, du coup, aussi, vu que c'est de la science-fiction et en même temps de la fantasy. Ça se passe, on va dire, en post-apocalyptique. Et, et c'est la première fois que je me suis retrouvée face à un livre où, ah, on peut parler de ça dans un livre de science-fiction. C'est assez génial aussi. Donc, votre premier roman a été couronné par le prix Utopial, donc, qui est le Festival international de science-fiction à Nantes. Comment on aborde l'écriture du deuxième roman après ce prix, donc le deuxième qui va être Simca? Alors, honnêtement, le prix, surtout pour Simca, ça ne m'a pas tellement pesé. Bon, c'était une opportunité absolument magnifique. On ne va pas mentir, ça a boosté les ventes, c'est pour ça que c'est bien. Moi, je n'ai pas stressé avant le prix parce que je considérais avoir aucune chance. Donc, on ne stresse pas quand on se dit que bon, de toute façon, je l'aurais pas. Et après, bah, j'ai su que je l'avais aussi. J'étais déjà de façon lancée dans l'écriture de Simca. C'était pas tellement dur par rapport au prix, je pense, en fait. C'était juste dur par rapport aux lecturistes en général. Parce qu'aussi, je savais que ça allait être un livre assez différent de After, qui pour le coup est de la pure science-fiction, post-apocalyptique. C'est vraiment quelque chose qui n'a aucun gramme de fantaisie dans le corps, par exemple. Alors que Simca, bon, je vais considérer que les auditeurs l'ont lu, donc je vais divulgacher violemment, je Ah, suis désolée. donc on peut On peut, divulgacher. je ne sais pas, je considère que les gens ici l'ont lu ou pas. Normalement, oui, mais Alors, allons-y. on va essayer de le faire moyennement. Voilà. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent qu'il y a une vague explication scientifique à ce qui se produit dans le livre, mais que derrière les motifs invoqués, il y a beaucoup de motifs qui vont plus relever la fantaisie. Il y a un personnage de fée qui apparaît à un moment donné. Clairement, ça ne relève pas des motifs traditionnels de la science-fiction. Donc, je savais que ce livre, qui aussi se passe plus ou moins dans notre monde, dans un futur très proche, allait pas répondre vraiment à la recherche de ceux qui voudraient une suite à After, par exemple. Euh, et c'est vrai que quand il y a eu des retours très, très cool sur un premier, il y a la pression de oh mon Dieu, comment je vais faire pour pas décevoir, pour pas. Et j'ai déçu des gens. Manon, on est à quelques années après la sortie. Je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus, qui le trouvent moins bon, ou moins intéressant, plus classique sur certains points. Après, il y a un ami qui dit que de toute façon, si on fait un livre qui convient à tout le monde, c'est sûrement un mauvais livre. Sûrement pas faut oublier. Il y a beaucoup de pression à écrire un second roman, surtout que là où j'ai eu une chance qui ne s'est jamais reproduite depuis, c'est que le After, du coup, le premier manuscrit que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et qui a été pris à Mnemos l'a aimé vraiment dans l'état où j'ai envoyé quasiment. Je pense que les corrections, mais sauf l'orthotypo qui est toujours un peu plus long parce qu'il faut qu'elles en relisent, mais ça a dû me prendre un mois maximum, quoi, entre les allers-retours où il n'y avait quasiment rien à changer.
Alors que Simca, ça a été une galère sans nom. J'ai calculé récemment parce que je suis un peu dans la même sur le manuscrit actuel. Je crois que ça m'a mis 6 à 8 mois pour les différents allers-retours de correction. Il y a eu plusieurs rounds de correction. Ça a été compliqué. Et quels étaient les retours de l'éditeur Alors, dans l'état actuel où il est paru, Simca est divisé en 2 lignes temporelles Mm. qui alternent un chapitre en chapitre. C'est pas l'état de départ. Euh, Est-ce que je peux partager mon écran sur ce Zoom? Je pense que Parce que du coup, ça peut être l'avantage du webinaire. ah, avec, est-ce que, Essayez de vous le trouver. normalement, vous l'avez peut-être en bas. Je trouve déjà le fichier. Oui, parce que, bah, en fait, dans votre roman, on suit deux trajectoires de vie sur deux temporalités qui Voilà, sont représentées chacune par un chapitre voilà, il y a et qui ici et alternent. là-bas. Voilà. Et, Donc ça, c'est le final. Sauf que, alors je vous fais juste un partage rapide d'un fichier qui mhm, m'avait servi. Voilà, vous devez le voir. ouais. Voilà. À l'origine, la structure de mon roman, c'est ça. Alors, on le voit. Voilà, super. Et il y Ok. a 3 lignes temporelles différentes. Et je les ai mis dans un Excel parce que j'ai essayé de les mettre sur papier au départ. Et le problème, c'est que comme il ne faut pas que je dise trop tôt une information dans l'arc 1 qui ne doit pas être divulgachée de suite, dans l'arc 2, tout était découpé pour faire en sorte qu'il y avait même un code couleur, ça c'est la version 2, dans la version 3, j'ai un code couleur pour les différentes informations. Et j'ai un arc 3 qui faisait que en fait, c'était pas chapitre 1, chapitre 1, c'était pas un chapitre alterné, il y en avait 3 à la suite, comme ça toujours. Oui, Et le troisième arc oui, se passe encore ailleurs. Et comme vous voyez, il y a juste 2 lignes de dialogue à chaque fois. mm, Et donc, les retours ont été notamment que cet arc-là était beaucoup trop difficile à suivre parce qu'on a eu, oui, après 2 chapitres, on ne se souvenait pas des 2 lignes d'avant, par exemple. Et aussi que, du coup, dans l'arc 1, c'est la jeune Sarah, qui est une petite fille qui a 6 ans, je crois, au départ, désolé, ça fait un oui, moment, mm, et qu'on va suivre jusqu'à le milieu de son adolescence, disons. Et dans l'arc 2, c'est Sarah qu'on suit. Alors, dans la version actuelle, à partir du moment où elle a 50 ans, dans la version de départ, c'était en fait dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on l'a commencé à l'apprendre plus tôt et alors, ouais, pardon, je vais refaire. Euh, Dans la version initiale, on la suivait dans l'ordre chronologique, on la prenait même avant qu'elle ne soit en couple, alors que dans le livre tel qu'il est paru, son couple est installé, il est toujours là. mhm. Et on la suivait de ce moment-là, sa mise en couple, ses différents déboires dans son boulot, jusqu'à la fin. Et au retour, que elle n'était pas sympathique. Et je reconnais, elle n'était pas sympathique, c'était fait pour, mais du coup, à un point où c'est difficile d'accrocher à elle, que c'était un peu trop lent, qu'on avait du mal à se lancer. Ce qui fait qu'en fait, entre l'étape 1, où vous avez le bel Excel qui est là et qui est une galère à faire quand même, et l'étape finale, j'ai supprimé une colonne Mm, à trois. et j'ai dû reprendre toute la colonne numéro 2, la redécouper façon patchwork et la remettre dans un autre sens. Et évidemment, ce n'était pas un pur patchwork, il y a des chapitres qui ont sauté, il y en a d'autres qui ont dû être remis. Ce qui fait aussi que, du coup, toute ma construction, pour ne rien divulgacher en fonction des éléments que j'ai dit dans tout ça, c'était aussi à revoir. J'ai passé juste un mois à refaire le plan, la structure globale, avant de pouvoir me mettre à réécrire. Donc, Et, c'était effectivement une galère. et vos deux arcs, vous les avez écrits chaque arc séparément ou alors ou en même temps et vous les avez découpés après en chapitres? Alors, La vie de la petite Sarah et la vie de la grande Sarah. en fait, c'est toujours un peu des allers-retours. C'est toujours difficile, en fait, d'expliquer quel était le processus de création d'un roman, parce que même avant qu'on le fasse lire à qui que ce soit, notamment un éditeur, il y a déjà des allers-retours dans la propre méthode. J'essaie toujours. Alors, on a tendance à dire, je ne sais pas si ça se dit en général en littérature, mais en tout cas dans le milieu, qu'il y a les architectes et les jardiniers. Les jardiniers, ce sont ces gens bénis qui ont un point de départ en tête, éventuellement des personnages qui se mettent à écrire et qui se disent, je verrai bien où ça me mène. Je ne comprends pas comment fonctionnent ces gens-là. Moi, je suis une architecte, c'est-à-dire que je pars où j'ai le plan de la cathédrale avec toute la structure des fondations. Je sais absolument toute mon histoire quand je me mets à écrire d'habitude. Euh, mais avant, voilà, ce moment où juste j'écris, c'est-à-dire la matière littéraire qui va se retrouver dans le livre, j'ai vraiment toute une construction.
Et j'ai commencé à avoir l'histoire en tête, d'abord de la jeune Sarah. Et d'abord, j'avais quelques scènes éparses. Puis, quand j'ai eu l'idée de l'univers et que j'ai commencé à comprendre dans quel univers j'allais implanter ça, j'avais plus ou moins la progression de sa vie, mais j'avais pas toutes les péripéties. Ensuite, la vieille Sarah, pardon, je les appelle comme ça, elle n'est pas vieille, je suis désolée, mais je dis la jeune Sarah, la vieille Sarah, facilité, est venue s'implanter. Je me suis mis à imaginer aussi d'abord sa vie de couple et ensuite je l'ai imaginé avant, ce qui du coup n'apparaît pas dans le livre au final. Mais j'avais pas non plus de façon absolument claire tout ce qu'elles allaient devenir. C'est quand j'ai décidé que j'allais les mettre dans le même livre, mais séparés dans le temps, avec ce système d'intercalage, que bah justement, j'ai fait mon Excel et que j'ai essayé de voir comment caler ça chapitre à chapitre pour donner les bonnes informations au bon moment, euh, pour que ça avance en même temps aussi, parce que Hmm. de rien, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait autant le même nombre de chapitres des deux côtés, ce qui n'est pas évident. Parfois, deux histoires ne peuvent pas faire la même longueur. C'est pour ça aussi qu'il y a des chapitres de longueur inégale. Et aussi, il fallait que le rythme colle. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir 5 chapitres super rapides des deux côtés. Je ne peux pas avoir 5 chapitres d'action tout le temps de suite. Donc, faut réussir à faire en sorte que le rythme global fonctionne. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intitulé des deux, enfin, en fait, des chapitres qui sont ici, entre parenthèses, là-bas, et là-bas, entre parenthèses, ici. Donc l'un pour la petite Sarah et l'autre pour la Oui, grande ou vieille Sarah. voilà. C'est à demi un gag avec moi-même, en fait, et à demi quelque chose qui se comprend aussi quand on connaît l'histoire des 3 colonnes de base, de mes 3 arcs de Hmm. base. Parce qu'au départ, j'avais donc ici, là-bas pour la jeune Sarah, là-bas, ici pour la Sarah plus âgée, et j'avais la troisième arc qui s'appelait ailleurs. Et ici, là-bas, là-bas, ici, ça avait juste à dire que j'ai 2 points de vue qui se répondent. C'était une façon de dire si je suis ici, mais qu'il y a un là-bas, ça veut dire que je connais l'existence de ce là-bas. Donc, clairement, juste, je voulais indiquer dès le début du chapitre que là, on va être dans un dialogue. Il y a un moment, alors, vous vous en doutez, un lecteur s'en doute, Hmm. et surtout, c'est un truc assez classique en plus en imaginaire, si je mets plusieurs personnages dans un livre, surtout deux importants, c'est que normalement, ils finissent par avoir un lien. Hmm. Sinon, Tout à fait. on ne s'amuse pas à faire ça généralement. Mais aussi, ici et là-bas, c'était une façon de dire, voilà, j'espère vraiment que les auditeurs ont lu le livre du coup. Euh, Comme savent ceux qui ont lu le livre, il y a une histoire de dimension, mais de Ça, dimension, on peut en discuter. voilà, Ça, on peut le dire. Juste le lien entre les personnages, on va juste le garder. Quand oui, là, vraiment, on l'apprend vraiment à la fin. Mais on peut expliquer allez-y, je vous laisse la cinquième dimension, tout ça, sans problème. voilà. Et il y a, donc je pars du principe, je vais vraiment simplifier, qu'il y a notre système de 4 dimensions espace-temps, le classique. Là-dedans, il y en a une cinquième qui s'ouvre, qui va être imaginaire et qui va amener tous les changements dans le monde pour découvrir l'histoire du roman. Et ici, là-bas, et là-bas, ici, ce sont des chapitres qui se passent dans la même dimension, en fait. Ça se passe, c'est juste un décalage dans la dimension du temps. Alors que sinon, de tout point de vue, ils font partie des mêmes dimensions. Alors que mon troisième chapitre, qui était ailleurs, se passait dans une autre dimension. Donc, à l'origine, ces intitulés signifiaient ça. C'est sûr que maintenant que ailleurs a disparu dans les limbes de la réécriture, ça veut dire un peu moins de choses, mais je trouvais ça joli. Honnêtement, la réponse principale à la question de base, et je suis désolée d'avoir mis du coup 10 minutes à la sortir, et je trouvais ça joli. Il n'y a pas de... on peut prendre le temps. Donc, on va juste, bon, je pense que tout le monde l'a lu, mais on quand même resituer un petit peu. Donc, c'est l'histoire déjà de la petite Sarah avec sa maman Mégane, qui, à un moment, il y a une épidémie donc, qui arrive. Est-ce que vous l'avez écrit quand? Avant ou après le Covid? Parce qu'il y a quand même on ressent un petit peu l'effet Covid. Ah, alors je n'avais pas fait le lien. Ouais, Euh, j'ai commencé à réfléchir. Je sais que ça, je sais que, alors ça, si, je sais. Parce que je sais que la petite Sarah m'est venue assez précisément durant le deuxième confinement, quand du coup j'étais rentrée dans ma campagne. Et je sais qu'elle m'est venue alors que je marchais justement dans un bled vide parce que confinement. Donc, je l'ai écrit après, mais c'est pas vraiment, on va dire, mon livre de Covid, je pense. Mon livre de d'accord. Covid se passe pendant l'Apocalypse selon Saint Jean. Celui-là, pour le coup, est plus violent. Euh, non, je l'ai vraiment pas pensé comme une épidémie, pour le coup. Je l'ai juste pensé comme un événement.
Mhm. Donc, ouais, donc il y a un événement et de cet événement va découler l'apparition de ce qu'on appelle la cinquième dimension qui permet, qui permet à des personnes de matérialiser en fait le produit de leur imagination pendant 11 secondes seulement. Voilà. Et donc, on a la petite Sarah qui arrive à imaginer ses rêves un petit peu plus longtemps que 11 secondes. Et dans le deuxième chapitre, c'est une autre, plus vieille Sarah, qui, elle, travaille. Euh, donc j'ai résumé rapidement le livre. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer déjà le titre pour les personnes qui ne l'ont pas lu, qui peut paraître énigmatique? Oui, alors, et en plus, j'ai vraiment un problème avec les titres de base, on va dire, parce que mon premier roman, After, j'ai découvert que j'avais un problème avec le titre quand j'ai été invitée à mon tout premier festival. C'est un festival de l'Est qui s'appelle les Imaginales. C'est vraiment mon premier festival que je fais en tant qu'autrice. Et je me souviens très bien, je sors du train à Épinal où se passe le Mm, festival. Je rentre dans la gare, je marche dans un couloir et il y a une de ces affiches qui sont dans les gares de 5 sur 3 ou 5 sur 2, je ne sais pas, qui est une affiche publicitaire pour After, la série littéraire de romance. mm. Et je me suis dit, OK, bon, googliser. La prochaine fois que j'écris un roman, je googlise le titre pour vérifier s'il est déjà pris. Et là, du coup, j'ai inventé carrément un mot parce que Simca, c'est une contraction, on va dire, de cinéma et de 5 et de imaginaire à la fois. C'était une façon de tout compresser en un seul mot. Et du coup, j'écris ce livre. Je suis très contente. Il est publié, je suis très contente. Je le fais découvrir à mes parents. Et mon père, qui du coup a quelques années de plus que moi, est fan de bagnole. Ah, Simca comme la voiture. Alors, ça ne s'écrit pas pareil, mais voilà. Du coup, Ouais. ça fait Mm. beaucoup rire. Certains de mes lecteurs, généralement, on fait la remarque avec les lecteurs de 50 ans et plus, me font la remarque. C'était pas Ouais. volontaire. Et par contre, il y a un jour quelqu'un qui m'a fait une remarque et je me suis dit, je ne l'ai pas vu venir. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, je précise que l'histoire se passe à Londres. Ce qui veut dire que techniquement, chose à laquelle je n'avais pas réfléchi 2 minutes, mes personnages parlent en anglais. Mm. Alors, en anglais, c'est pas possible. Je veux dire, 5 se dirait 5, cinéma, ça marcherait, C'est vrai. imaginaire aussi, mais juste avec 5, ça ne marcherait pas. Donc, le mot ne pourrait pas exister en anglais. Et du coup, on m'a demandé, c'est quoi le nom en anglais? Alors, je n'ai pas la réponse. Sachez que je n'ai pas la réponse. Je suis ouverte à absolument toutes les suggestions. Je n'avais pas du tout réfléchi à la question. Oui, et justement, pourquoi vous avez situé l'action en Angleterre, à Londres? Alors, plusieurs raisons. Alors, les gens qui me connaissent savent que j'ai plusieurs réponses types quand on me pose des questions. Souvent, c'est je ne sais pas, ou c'est complexe, ou ça dépend. Donc là, c'est complexe. Allez-y. C'est complexe parce que le premier after alors, se passe, pour le dire très très vite, en région parisienne. 3000 ans après nous, mais c'est là quand même. Parce que j'étais partie du principe que pour un premier roman, surtout où la ville ou ce qui reste de la ville a un énorme impact sur le déroulé de l'histoire, je suis une jeune autrice, je ne vais pas mettre ça à New York que je ne connais pas, je vais mettre ça dans ma ville. J'habitais Paris, ça allait bien. Je n'avais pas prévu que je ferais les corrections en plein confinement et que je ne pourrais plus me rendre dans les lieux mêmes. Donc là, j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion que Google Maps, c'est pas mal en vrai. Mm. Euh, Simca, je l'ai écrit quand j'étais de retour en Alsace et j'habitais même pas à Strasbourg, j'habitais vraiment dans un petit bled. J'ai hésité à le mettre à Strasbourg parce que j'avais quand même besoin, comme il y a des grosses industries en jeu, il y Mm. a quand même des choses, j'avais besoin que ça soit dans une grande ville, ça allait être compliqué, c'était dans un petit village. J'ai hésité à le mettre à Strasbourg, j'ai essayé, ça ne marchait pas, l'atmosphère. Et puis juste à un moment, je me suis dit, oh, bah, Londres, ça serait bien. Je n'ai vraiment pas cherché tellement plus loin, j'ai juste trouvé que l'ambiance collait bien. J'étais allée à Londres quelques fois, j'ai trouvé que ça collait plutôt pas mal. Mais Et par c'est ce exemple, qui vous a, pardon, allez-y. et c'est ce qui vous a donné enfin, l'idée des prénoms aussi, qui sont tous anglais. Et il y a beaucoup de A aussi dans les prénoms. Il y a quelque chose ou pas du tout? Il y a Sarah, il y a Ada, il y a Eva, il y a. Alors, C'est je vous fait avoue, que non. exprès. Pour le coup, Non. non. Ada, c'était juste à cause de Ada Lovelace, qui est un personnage historique que j'aime beaucoup. Euh, non, alors juste, je dois avoir, on m'a jamais fait la réflexion, désolée, du coup, je réfléchis en même temps que je Oh. parle. Je dois juste avoir une appétence pour les prénoms avec des A.
Mm. Après, le fait que ce soit des prénoms anglophones, oui, c'est logique, je l'ai fait, ça se passe en Angleterre. Là, le manuscrit que je suis en train de réécrire se passe pour aller vite au Japon. Du coup, j'ai pas de Sarah dedans pour. Mm. Voilà, j'ai une Mizuki et une Sakura. C'est plus logique. Et donc là, avec les deux portraits de femmes que vous dressez dans le livre, vous faites aussi un portrait de la création, en fait. Enfin, avec la petite Sarah, c'est vraiment la création libre, l'imaginaire, presque sans frontières. Et la grande, je préfère la grande Sarah, c'est vraiment une création qui est bridée par comment dire, par les gens, par les envies des gens, c'est l'imagination que veulent voir les gens. Vous vous situez où? Alors, je dirais Vous- pas que c'est l'imagination que veulent voir les gens. Je pense assez profondément qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on leur propose souvent des choses différentes de ce qu'on leur propose. Euh, alors, comme beaucoup de gens, moi, j'adore me replonger dans des choses que je connais déjà. Il y a des séries que j'ai dû regarder 6 fois, genre Avatar, la série animée. Alors, je la connais par cœur, c'est une horreur. Mais j'aime aussi qu'on me propose des choses nouvelles. Et je pense que la plupart des gens, c'est ça. Donc, je ne dirais pas que c'est ce que les gens veulent comme imaginaire ou comme création, c'est ce que l'industrie veut leur donner pour se faire le maximum de pognon possible, Exact. pour aller vite. Donc, je dirais plus comme ça. Mhm. Après, j'avais envie effectivement de parler de la création en elle-même parce que, alors en partie, je pense parce que du coup, je rentrais dans le milieu professionnellement parlant et que je me rendais bien compte que je connaissais que les gens qui galèrent à écrire de façon bénévole, comme moi je le faisais avant. Maintenant, semi-bénévole parce que j'en vis pas du tout, donc j'écris toujours sur mon temps plus ou moins libre, mais en m'astreignant à quelque chose de professionnel. Et je voyais effectivement la galère. Et honnêtement, je ne la voyais pas tellement dans mon milieu. Je la vois dans mon milieu, parce qu'honnêtement, le milieu de l'imaginaire, c'est un milieu de bisounours. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes que peuvent avoir les gens dans la blanche sur certains aspects. Notre problème, c'est qu'on est un petit milieu qui vend peu, ce qui fait que nos problèmes sont très, très, très financiers, quand même, comme beaucoup de gens. Et qu'on a très peu de maisons d'édition aussi, spécialisées, où il y a quelques grandes maisons d'édition qui ont une gamme d'imaginaire, mais sinon, on est plutôt dans des petites maisons indépendantes qui nous donnent énormément de liberté. Mais aussi actuellement, là, je pense qu'on a eu dans les 2 dernières années, il y a 3 maisons d'édition, dont des grosses, qui ont craché. Donc, ça réduit notre champ des possibles. Donc, je voulais parler de la précarité dans l'imaginaire, mais je voulais en parler aussi dans quelque chose que j'ai plus connu par rapport à ma famille, où j'ai d'autres personnes, ma soeur, par exemple, est illustratrice, et j'ai bien vu de la galère aussi. Je connais des gens qui sont acteurs, du coup, intermittents du spectacle, ce qui ressemble beaucoup plus à ce que fait ma Sarah âgée, elle ressemble plus à une intermittente. Mhm. Et aussi, ça se rapproche de mon expérience de journaliste, où, comme beaucoup de jeunes journalistes, j'étais pigiste pendant des années. Ben, c'est la galère, c'est la peur, c'est l'obligation de travailler H24. Donc, je voulais aussi parler de ça. Et il y a notamment une scène où ma Sarah âgée se fait virer Mhm. à un moment. Enfin, elle se fait virer, en guillemets, très gentiment. C'est pour ton bien, pour t'ouvrir à d'autres opportunités. Alors, cette scène est quasiment un copier-coller d'une scène qui m'est arrivée à moi en personne. Donc, je voulais aussi parler de ça. Et enfin, j'avais envie, ça ça faisait des années que je voulais écrire un livre où je m'étais dit, si un jour je suis publiée, j'écris un livre avec un personnage de femme qui a 50 ans. Parce que ça, je me disais depuis mon adolescence, en imaginaire, on a à foison des livres avec des jeunes gens, des adolescents, éventuellement des gens qui ont la vingtaine. Mais franchement, des gens avec des livres avec des personnages de plus de 50 ans, déjà c'est rare, mais des femmes de plus de 50 ans, c'est comme les films, quoi. C'est comme dans la production hollywoodienne, c'est quasiment inexistant. Et j'avais envie d'offrir à ma mère, notamment, un personnage de son âge. Et les personnages sont exclusivement féminins. Il y a très peu, sinon des rôles très secondaires de personnages masculins. C'est aussi pour votre maman que vous avez fait ça? Pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est. Alors d'abord, bah, comme beaucoup d'auteurs masculins écrivent plus facilement quand même des personnages masculins au départ. C'est quand on est jeune, notamment, ça vient plus facilement d'écrire quelque chose qu'on connaît. Donc j'ai commencé comme ça. Par ailleurs, il y a un moment, je pense que c'est quelque part au milieu de l'écriture de Cinta où je me suis posé consciemment la question. J'écris surtout des personnages féminins. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me diversifie, que je propose autre chose, que
Je veux dire, il n'y a pas que des femmes dans l'univers, donc même d'un point de vue Mm. vraisemblable, peut-être que parfois, il faudrait que ça y ait des personnages masculins. Et puis à un moment, je me suis dit que ça fait quelques centaines d'années que dans la littérature mondiale, on a une grosse majorité de personnages masculins, que personne ne s'en est jamais plaint avant que le mouvement féministe râle un peu, et que du coup, même si j'écrivais que des personnages féminins jusqu'à la fin de ma vie, je serais encore très loin de rééquilibrer le truc. Donc, je me suis dit que j'allais rester sur les personnages féminins. Il y a quand même des exceptions. Je veux dire, dans After, on peut même difficilement dire si c'est sur masculin ou féminin. Du coup, je suis un peu hors jeu là-dessus. Dans Simca, c'est quasiment que des femmes, effectivement. Parce que aussi, j'avais envie de relations entre femmes, parce que c'est quelque chose qui est rarement mis en scène et qui manque, du coup, je trouve. Par contre, dans Ainsi soit-il, qui est, pour résumer, une histoire qui mène l'apocalypse selon Saint Jean, de la physique quantique et où mes personnages sont des anges. Alors déjà, ils n'ont pas forcément de genre, parce Mm. que la question du sexe des anges, tout ça, n'est pas résolu. Et par contre, les personnages dedans, il y a des personnages principaux masculins aussi. Parce que là, du coup, j'avais envie. Ils sont venus comme ça. Mais c'est vrai que j'écris plus facilement et que j'ai plus envie d'écrire des personnages féminins parce que je trouve que ça manque encore. Justement, on a une question là d'une auditrice. Effectivement. Je me permets de vous la poser. Donc, il y a de nombreuses personnes LGBT+ dans Simca, ce qui est relativement rare en littérature. Écrivez-vous des personnages queer simplement par envie, naturellement, ou y a-t-il également pour vous un désir d'apporter plus de représentation queer dans la littérature? Le tout. Le tout en vrac, effectivement. Alors, je fais moi-même partie de la communauté LGBTQIA+. Du coup, c'est des... dans mon entourage, il y a quand même de plus en plus de gens qui en font partie également. Euh, et par ailleurs, effectivement, c'est quand même quelque chose qui reste extrêmement rare. Euh, Quand on sait qu'on a envie de lire de... Alors, c'est pas ce que je connais à l'imaginaire. Je ne parle pas trop de Blanche parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, même si je ne suis pas sûre que ça soit tellement fréquent dans la Blanche non plus. Quand on a envie de lire de la représentation LGBT, on peut. Je veux dire, il y en a de plus en plus, surtout sur des jeunes autoristes, et en tout cas en France, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes autoristes français qui se lancent là-dedans, mais il y en a peu. Quand il y en a, c'est souvent aussi de la représentation homosexuelle masculine. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas représentées, effectivement, et en fait, je pense que juste j'écris comme la plupart des autoristes qui sont hétérosexuels et cisgenres écrivent, c'est-à-dire ils écrivent ce qu'ils connaissent. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont hétérosexuels et qui, du coup, écrivent des histoires d'amour hétérosexuels pour aller vite. Euh, et on leur demande jamais pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas de personnages homosexuels. Et du coup, en fait, c'est juste pareil. Moi, c'est ce que je connais mieux. Et je me suis déjà demandé si ça me dirait d'écrire une histoire d'amour hétérosexuel. Et honnêtement, je crois que je ne saurais juste pas comment l'écrire en me sentant assez sûre de moi sur la question du réalisme. Je ne parle pas de scène de sexe en soi. Je parle vraiment de la relation amoureuse entre un homme et une femme au sein d'un couple, vu que moi-même déjà je ne connais pas, que de ce que j'ai vu dans mon entourage proche, bah justement, je l'ai juste vu, je ne l'ai pas vécu dans l'intimité, j'aurais peur aussi de me planter et que des lecteurs hétérosexuels se disent, mais ça sonne faux. C'est quand même le pire de ce qu'on veut en tant qu'autrice dans un livre, c'est de faire un truc qui sonne faux. C'est vraiment le réalisme, on s'en fout. Je veux dire, dans l'absolu, qu'un livre soit la réalité, le reflet exact, c'est pas forcément intéressant. Mais il faut que ça soit vraisemblable. Je veux dire, moi, j'écris l'imaginaire. Quand j'écris qu'il y a une fille qui se balade dans le monde, je me doute que les gens ne vont pas croire que ça peut arriver en vrai. Par contre, il faut que je réussisse à faire en sorte que mon explication de pourquoi ça arrive soit assez vraisemblable pour pas rompre la suspension d'incrédulité. Et quelque part, j'ai le même problème avec les relations, par exemple, hétérosexuelles. C'est-à-dire, je me dis, je ne suis pas sûre que là, je vais écrire un truc qui ne va pas rompre la suspension d'incrédulité. Et dans le livre, il y a aussi quelques petites traces d'écriture inclusive, mais alors très très peu. Oui. Alors, est-ce que ça a été volontaire d'en laisser un petit peu et à un moment de l'oublier ou pas? Alors non, pour le coup, ça a été volontaire. Alors, il y a des coquilles là-dessus sur la première édition. Donc, les gens qui ont la première édition, c'est moins logique parce qu'on a merdé un truc à la correction. Désolé D'accord. d'avance. Euh, En fait, il y a un personnage dedans dans le livre qui est non-binaire. C'est un personnage secondaire que la Sarah, que je dis pas de bêtises. Oui, la Oui. Sarah âgée a rencontré pendant ses études. Voilà, c'est un personnage non-binaire.
qui du coup se genre de façon neutre. Euh, et j'ai décidé, voilà, parce qu'il faut décider à un moment, vu que dans le monde, ça n'est pas encore arrivé, que la règle de grammaire pour ce genre de cas, notamment parce qu'en Angleterre, ils ont quand même beaucoup plus de dans leur langue, donc c'est plus facile Mm. pour eux, que la règle dans ce cas allait être que quand il y a un personnage non binaire dans un groupe, le groupe tout entier, D'accord. voilà, c'est le neutre qui domine, de la même façon que dans notre langue, actuellement en tout cas, c'est le masculin qui domine. Donc c'est pour ça qu'il y a juste des phrases en neutre, on va dire, Mhm. Ok. alors que dans Ainsi soit-il, mon texte sur les anges, quasiment tout est écrit dans une écriture non genrée, parce qu'à un moment, mon cerveau m'a fait remarquer que la question du sexe des anges, et je me suis dit, Ouais. bon, bah, je ne vais pas régler la question. Voilà, je n'ai pas réglé la question. Donc, les questions, pareil, sur le module questions-réponses. Donc, avez-vous comme projet d'écrire de nouvelles histoires dans l'univers Simca? Une suite ou non d'ailleurs? Non. Ah, pour une fois, j'ai une réponse claire, c'est cool. Non, alors je suis pas, je pense que je n'écrirai jamais de suite à rien. J'y arrive pas. Alors de un, bah, j'ai beau être très très architecte, le niveau de cohérence et de structure qu'il faut pour écrire une saga, c'est dingue. Récemment, j'ai parlé à un voisin en table de dédicace à un festival et j'ai été impressionnée. J'ai été vraiment impressionnée que la façon de construire le truc. Il y a des gens qui écrivent des sagas en mode jardinier. Je ne sais pas comment ils font. Souvent, ils finissent pas. Voilà, vous en connaissez sûrement des gens qui ont écrit des sagas qui ne sont pas finis. Ils finiront sûrement jamais. Euh, Moi, déjà, je ne me sens pas capable d'un point de vue structurel, mais aussi, j'ai juste fondamentalement pas envie. Parce que ce que j'aime le plus dans le fait d'écrire, et notamment d'écrire de l'imaginaire, c'est de changer d'univers. D'abord, parce que j'adore le world building, voilà, j'adore créer de nouveaux univers, mais aussi j'aime changer de concept. Le concept dans After, par exemple, c'est vraiment que j'ai un univers qui se passe 3000 ans après nous, et du coup, j'ai un décalage temporel qui fait que je peux jouer sur des effets de mémoire assez dingues, et sur des changements à des échelles assez dingues. Dans Simca, j'ai aimé ce concept dimensionnel. Euh, Dans Ainsi soit-il, je voulais utiliser des personnages angéliques et je voulais m'interroger sur la nature au sens le plus concret de Dieu. Donc juste, j'aime avoir des concepts toujours extrêmement différents. C'est un truc qui m'amuse beaucoup. Et si j'écrivais une suite, ben en fait, je me priverais moi-même de ce qui m'amuse le plus quand j'écris. C'est un peu contre-productif. Mais on m'a récemment fait remarquer que d'une certaine façon, Simca peut être un préquel 3000 ans avant After. C'est Ah, tout à fait possible. encore une question dans le module. On dit que la science s'inspire de la science-fiction et que la science-fiction prend dans la science. Avec l'IA, on peut convenir que la réalité a rattrapé le réel. Qu'en pensez-vous en tant qu'autrice de romans SF? Quel est votre regard sur cette technologie? Sur l'IA, Oui, d'accord, j'ai cru que c'était une question sur est-ce que ça s'inspire l'un de l'autre. Alors, en temps, vraiment, en fait, il faut que je divise mon cerveau pour vous répondre là. oui, Il y a la partie de mon cerveau qui est absolument fan de science, c'est-à-dire c'est un truc qui me passionne. Alors, il y a des choses auxquelles je ne comprends rien, soyons clairs, hein, je ne suis pas un génie. Mais j'adore juste sur le concept, voilà, sur cette question de concept, l'IA, c'est génial. Franchement, la façon dont ça fonctionne, une IA générative, par exemple, de langage, c'est incroyable. Donc, sur le point de vue de comment ça fonctionne, de juste. Et moi, j'ai vraiment aussi une fascination sur, je me dis, le fait qu'il y a des gens qui ont réussi à imaginer et à créer ça. J'ai la même fascination quand je sors parfois du cinéma et je me dis, ce film était magnifique. Et le plus beau, c'est que ce sont des gens qui ont travaillé pour faire ça, qui ont eu envie, qui ont mis du temps à faire ça. Franchement, les gens qui ont développé ça, je me dis, ça fait partie sûrement des plus belles choses qui soient arrivées récemment, que des gens aient réussi à inventer ça, à juste vouloir faire ça, peut-être pour le bonheur de réussir à le faire. Après, le problème est que ces gens ne vivent pas dans un monde de bisounours. Euh, Moi, je suis absolument pour l'IA si on l'utilise d'une façon qui soit écologiquement compatible. Or, actuellement, on commence à avoir un énorme problème là-dessus. Parce que même si l'informatique reste un des champs mineurs dans tout ce qui va être même juste consommation d'énergie ou émissions carbone au global, bah, c'est en train d'exploser. Même ce champ mineur est quand même en train d'exploser parce qu'il faut une énergie de dingue et des data centers de dingue pour faire marcher l'IA. C'est point 1. Point 2, on l'utilise un peu nimp.
Moi, utiliser de l'IA, par exemple, pour faire, ça s'utilise dans le domaine où j'ai mon autre boulot, par exemple, pour faire du tri de données génomiques, pour faire voilà, de l'informatique génomique, c'est super utile l'IA, ou pour faire du tri de photos, de scans de cancer, c'est super utile. Il y a des applications. Ça peut faire les boulots chiants et pénibles des humains ou les boulots qu'on n'est pas capable de faire, super. Mais pourquoi, du coup, est-ce qu'on s'en pourquoi est-ce qu'on développe l'IA dans tous les domaines que de base on aimerait garder? C'est-à-dire là, on est en train de faire des IA pour remplacer les auteurs, pour remplacer les dessinateurs. Dans le milieu du cinéma, on commence à en parler pour remplacer les Mm. doubleurs, Mm. pour générer des acteurs. L'être humain aime faire de l'art. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'imposer ça dans des milieux qui sont déjà de un, où la plupart des gens sont pauvres et galèrent à en vivre, et de deux, en plus, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est les métiers passion par excellence. Enfin, du coup, je suis pour répondre de façon plus concise, après tout ça, pour l'IA, d'une façon totalement théorique, je suis absolument contre actuellement maintenant en pratique. Le livre aussi pose, enfin, là, si vous avez encore des questions, allez-y rapidement, parce qu'on va bientôt conclure le webinaire. Donc, le livre pose aussi la question qui revient surtout dans la nouvelle génération, je trouve, c'est concilier une vie professionnelle avec une vie privée et aussi ses convictions personnelles. Que tout cela soit harmonieux, c'était le dilemme de la grande Sarah au début qui n'arrivait pas à concilier ça. Alors, je pense que son problème principal, pour le coup, comme je l'écris, c'est surtout que qu'elle se sent coincée dans son boulot vraiment, où elle a cru voir un boulot qui allait lui permettre de vivre sa passion, et en fait, elle est totalement coincée dans une logique capitaliste, pour le dire brièvement. Euh, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'en tout cas, pour rester dans le domaine de la littérature, on explore plus actuellement, euh, qui, moi, me paraît pour le coup assez naturel. Mais c'est peut-être aussi, alors je ne vais pas pouvoir répondre entièrement à cette question parce que franchement, il me faudrait une heure. Voilà. Euh, Moi, quand je regarde ma génération à moi, qui du coup, pour le dire vite, j'approche les 35 ans, et les plus jeunes, c'est encore pire, par rapport à mes parents ont eu une ascension sociale, disons, et financière. Leurs parents avant eux aussi. Euh, Ils faisaient des boulots qui, ça dépend lesquels, mais ce n'est pas forcément une passion, mais ça leur a apporté de l'argent, leur permettait de vivre confortablement. Moi, franchement, quand j'étais petite, je me disais que la façon normale de vivre, c'était bien étudier à l'école, avoir un bon boulot, avoir une famille, une maison. Puis, quand je suis arrivée sur le marché du travail, ça s'était cassé la gueule, en fait, ce principe. Parce que juste, ça ne fonctionne pas. Donc, aussi, maintenant, actuellement, ma génération, les générations en dessous, par rapport à celles qui sont au-dessus, alors évidemment, ça dépend de la classe sociale. Je parle à toutes choses égales par ailleurs, dans une même classe sociale. On a beaucoup moins de perspectives de croissance sociale, d'avoir plus d'argent dans le futur. La plupart des amis ne croient même plus dans le principe même que peut-être ils auront une retraite un jour. Donc, quelque part, ça devient aussi plus compliqué, je pense, d'accepter le fait de se cramer au travail, vu que ça ne va pas nous donner grand-chose. Moi, je sais que, par exemple, je crois plus trop que je peux avoir une grosse progression de travail ou une grosse progression sociale dans mon travail en fond. Du coup, je ne vais pas forcément lui sacrifier ma vie privée. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là, comme vous avez mis en avant le côté générationnel, je pense qu'il y a ce truc-là où aussi, moi j'entends souvent, les jeunes sont des enfants gâtés, ils ne veulent plus faire d'efforts. Ben aussi, quand ils font des efforts, ça leur rapporte moins que quand vous en faisiez. Et en plus, les jeunes actuellement, je me compte encore dedans, on va dire, dans ce truc-là, vu que limite dans les jeunes qui écrivent là-dessus. Moi, je sais, par exemple, je suis aussi confrontée à ce léger problème du réchauffement climatique. Je sais que mes parents, par exemple, quand ça les intéresse, ils trouvent ça important. Mais quand ils voient des projections de qu'est-ce qui va se passer en 2050, ben, leur calcul de quel âge j'aurai en 2050 fait qu'ils se paniquent un peu moins que moi. Donc aussi, c'est un truc qui fait rentabiliser, enfin, non relativiser justement, le fait de se donner totalement à son taf et aussi cette question justement dont vous parliez des valeurs dans le taf. Voilà, par exemple, je connais pas mal de gens, mais c'est aussi parce que je suis dans un milieu relativement privilégié.
qui juste se posent des questions, ont un problème quand leur travail ou l'entreprise dans laquelle ils travaillent ben, participe d'une façon globale au réchauffement climatique, slash destruction de la planète, slash des écosystèmes, slash du vivant. Donc il y a aussi ça. Très bien. Écoutez, je vais vous remercier, Oriane, pour cette conversation. Merci aux personnes qui étaient présentes à ce nouveau webinaire. Donc, j'en profite pour vous rappeler donc, les dates principales. Donc, le 8 novembre, on attend tous vos votes pour élire vos romans, 3 romans préférés, ainsi que ceux qui participent au prix BD, vos 3 bandes dessinées. On se revoit le 13 janvier pour un webinaire pour la présentation de la sélection 2026 du prix du roman. Et le 15 janvier, on se retrouve aussi pour la présentation de la sélection 2026 du prix BD. Donc, encore un grand merci à Oriane pour votre disponibilité et toutes vos réponses. Et merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et bon week-end à tout le monde.